Salut, c'est Augustin du site monindépendancefinancière.net. Aujourd'hui, je vais vous partager un résumé de l'ouvrage L'art de la guerre de Sun Tzu, donc un ouvrage très connu. En raison du contexte de la Chine et du manque de conception claire de ce que pouvait être l'auteur d'un ouvrage en 400 avant Jésus-Christ, il est aujourd'hui impossible de dire si Sun Tzu a réellement existé. Il est également impossible de dire si L'art de la guerre, ouvrage qui lui a été attribué, est bien de sa main. Ce livre est donc à placer dans la catégorie des auteurs incertains. On peut cependant penser, de par son originalité, son unicité et la façon dont le sujet est traité, que L'art de la guerre a été écrit par une seule et même personne. Il existe de nombreuses traductions du texte de Sun Tzu. Il est aujourd'hui impossible de savoir précisément combien le texte dont je fais le résumé est identique à l'œuvre originale de Sun Tzu. Sun Tzu considère la force morale et les facultés intellectuelles de l'homme comme des facteurs décisifs dans un conflit armé. Facteurs qui, correctement exploités, peuvent à coup sûr donner la victoire. C'est seulement lorsqu'il n'est pas possible de vaincre l'ennemi par ces moyens que l'on recourt à la force armée et de sorte de triompher. Dans les plus brefs délais, au moindre mal et aux moindres pertes de vie humaine, en infligeant à l'ennemi le moins de pertes possible. Les théories de Sun Tzu reposent sur la bonté et la justice. Pour Sun Tzu, un général doit, entre autres, provoquer des changements et les faire tourner à son avantage. L'excellence d'un général se reconnaît à la façon dont il évalue la situation avant de se lancer dans l'action. Il prend des risques calculés, mais jamais inutiles. Les aspects stratégiques de l'art de la guerre peuvent être retranscrits dans de nombreux domaines. Négociation, entreprise, concurrence, lancement de produits, relations personnelles. En voici les 13 chapitres. Chapitre 1. Approximation. Évaluer la guerre en fonction des 5 facteurs fondamentaux. 1. L'influence morale. L'harmonie entre la population et les dirigeants faisant que le peuple les suivra à la vie et à la mort sans craindre de mettre ses jours en péril. 2. Les conditions atmosphériques, les jeux de force naturels. 3. Le terrain, les distances, la facilité ou la difficulté de les parcourir, le caractère fermé ou ouvert du terrain, les chances de vie ou de mort qu'il comporte. 4. Le commandement, les qualités de sagesse, d'équité, d'humanité, de courage et de sévérité du général. 5. La doctrine, l'organisation, l'autorité, la promotion des officiers, la police des voies d'approvisionnement et le soin de pouvoir aux besoins essentiels de l'armée. Ces 5 points sont fondamentaux. Ceux qui les maîtrisent sont les gagnants, les autres sont des perdants. Tout l'art de la guerre est du prix. Si vous êtes fort, feignez la faiblesse. Si vous êtes actif, feignez la passivité. Proche, faites croire que vous êtes proche et loin, que vous êtes loin. Évitez l'ennemi là où il est fort. Faites semblant d'être dans un état d'infériorité et encouragez-le à l'arrogance. Lorsqu'il est uni, divisez-le. Attaquez là où il n'est pas prêt, faites une sortie surprise. De nombreux calculs mènent au succès, trop peu interdisent la victoire. Celui qui ne calcule pas réduit ses chances de victoire. Chapitre 2. La conduite de la guerre. La victoire est l'objectif principal de la guerre. Si elle tarde trop, les armes s'émoussent et le moral s'effrite. Lorsque les troupes attaqueront les villes, elles seront donc à bout de force. Lorsque l'armée s'engage dans des campagnes prolongées, les ressources de l'État ne suffisent pas. Lorsque vos armes auront perdu leurs tranchants et que vos forces et vos trésoreries seront épuisées, les souverains voisins profiteront de votre détresse pour agir. On n'a jamais vu de guerre prolongée profitant à un quelconque pays. Là où se trouve l'armée, les prix sont élevés. Lorsque les prix montent, les richesses du peuple s'épuisent, et lorsque les richesses du pays sont épuisées, les paysans sont opprimés. Le général avisé veille à ce que ses troupes se nourrissent sur l'ennemi. L'ennemi est pillé par convoitise de ses richesses. Ce qui est essentiel dans la guerre, c'est donc la victoire et non pas les opérations prolongées. Chapitre 3. La stratégie offensive. Capturer l'armée ennemie vaut mieux que la détruire. Prendre intacte une compagnie ou une escouade de 5 hommes vaut mieux que les détruire. Le meilleur savoir-faire, c'est de gagner sans combattre. Étudiez la question de ces alliances et provoquez-en la rupture. N'attaquez les villes que lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. À 5 contre 1, attaquez-le. À 2 contre 1, divisez-le. Lorsque vous avez numériquement le dessous, soyez capable de battre en retraite. Les 5 conditions permettant de prédire la victoire. Savoir quand combattre et quand renoncer. Savoir comment se servir tant d'une armée importante que d'une petite armée. Avoir des troupes unies par un objectif commun. Être prudent et attendre un ennemi qui ne l'est pas. Disposer de généraux compétents et ne pâtissant pas de l'ingérence du souverain. Chapitre 4. Disposition. Nous sommes nous-mêmes responsables de notre invincibilité. L'ennemi l'est de sa vulnérabilité. L'invincibilité est conditionnée par la défense.
les chances de succès le sont par l'attaque. Lorsqu'on dispose de moyens tout juste suffisants, on se défend. Avec les moyens amplement suffisants, on attaque. Une armée victorieuse l'est avant de chercher le combat. Une armée vouée à la défaite se bat sans espoir de vaincre. Les éléments de l'art de la guerre sont 1. L'appréciation de l'espace. 2. L'évaluation des quantités. 3. Les calculs. 4. Les comparaisons. 5. Les chances de victoire. Chapitre 5. Énergie. Le commandant d'un grand groupe ne se distingue pas de celui d'un petit groupe. C'est toujours affaire d'organisation. Commander un grand groupe, c'est la même chose que commander quelques-uns. C'est une affaire de disposition et de signaux. En règle générale, engagez les forces normales dans un combat et servez-vous des forces spéciales pour gagner la victoire. Si le faucon brise sa proie d'un seul coup, c'est qu'il frappe exactement au bon moment. L'ordre et le désordre dépendent de l'organisation, le courage ou la lâcheté des circonstances, la force ou la faiblesse des dispositions. Un chef d'armée avisé recherche la victoire en tenant compte de la situation, sans l'exiger de ses subordonnés. Chapitre 6. Points faibles et points forts. Le premier qui occupe le terrain et attend l'ennemi est en position de force. Qui veut faire venir l'ennemi de son plein gré lui fait miroiter un avantage. Qui veut l'empêcher de venir entame ses forces. Affamez l'ennemi lorsqu'il est bien nourri et poussez-le à l'action lorsqu'il est au repos. Surgissez aux endroits qu'il vous faut rapidement atteindre. Rendez-vous sans bruit là où il ne vous attend pas. L'ennemi doit ignorer où je compte livrer bataille, car s'il l'ignore, il devra être prêt en de nombreux points. Agacez-le et découvrez le schéma général de ses mouvements. Lorsque j'ai remporté une victoire, je n'applique jamais la même tactique, mais répondant aux circonstances, je la varie à l'infini. Chapitre 7. Manœuvre. Rien n'est plus difficile que l'art des manœuvres. La difficulté consiste à faire d'une voie tortueuse la voie la plus directe et de transformer la malchance en avantage. Qui lance l'armée entière à la poursuite d'un avantage ne l'obtiendra pas. S'il abandonne le camp afin de disputer l'avantage, il perdra son matériel. Ceux qui ne connaissent pas les conditions géographiques ne peuvent conduire l'avance d'une armée. Lorsque vous pillez une région, répartissez vos forces. Lorsque vous conquérez un territoire, répartissez les bénéfices. Lorsqu'il fait semblant de fuir, ne le poursuivez pas. Il faut laisser une issue à un ennemi cerné. Chapitre 8. Les 9 variables. Ne dressez pas votre camp sur un terrain en contrebas. Unissez-vous à vos alliés sur un terrain propice aux communications. Ne vous attardez pas en terrain découvert. Il est des voies à ne pas prendre, des troupes à ne pas assaillir et des terrains à ne pas disputer. C'est en leur faisant tort qu'on intimide ses voisins. Les 5 traits de caractère dangereux pour un général. S'il est téméraire, il risque de se faire tuer. S'il est lâche, il risque la capture. S'il est emporté, il est facile à berner. S'il a un sens de l'honneur trop chatouilleux, il est aisé de le calomnier. S'il est compatissant, on peut le tourmenter. Ces points faibles entraînant irrémédiablement l'anéantissement de l'armée et la mort du général, ils doivent donc être mûrement pesés. Chapitre 9. Marche. Après la traversée d'un fleuve, éloignez-vous de ses rives. Lorsqu'un ennemi qui progresse franchit un cours d'eau, attendez pour l'attaquer que la moitié de ses troupes ait traversé le fleuve. Lorsqu'on voit les arbres s'agiter, c'est que l'ennemi avance. Lorsque de nombreux obstacles ont été placés dans les broussailles, il s'agit d'une ruse. Lorsque les envoyés parlent en termes flatteurs, l'ennemi souhaite obtenir une trêve. Lorsque sans entente préalable, l'ennemi demande une trêve, il complote. Lorsque la moitié de son effectif avance et que l'autre recule, il tente de vous attirer dans un piège. Le général dont les troupes sont désordonnées manque de prestige. Chapitre 10. Le terrain. En toutes circonstances égales, une armée, en attaquant une autre dont les effectifs sont 10 fois supérieurs aux siens, court à la déroute. Lorsque les troupes sont fortes et les officiers faibles, l'armée n'obéit pas aux ordres. La configuration des lieux peut être un atout majeur dans le combat. Si la situation favorise la victoire mais que le souverain a donné l'ordre de ne pas attaquer, le bon général peut passer outre. Connaissez l'ennemi, connaissez-vous vous-même, et votre victoire ne saurait être menacée. Connaissez le terrain et les conditions météorologiques, et votre victoire sera alors totale. Chapitre 11. Les 9 types de terrain. Lorsqu'un seigneur se bat sur son propre terrain, il est en terrain de dispersion. Un terrain sur lequel l'armée ne peut survivre qu'en luttant avec l'énergie du désespoir est dit mortel. En terrain frontalier, maintenez vos forces en contact étroit.
En terrain difficile, brûler les étapes. La vitesse est l'essence même de la guerre. Tirer parti du manque de préparation de l'ennemi. Piller les régions fertiles pour approvisionner copieusement l'armée. Chapitre 12. Attaque par le feu. Pour se servir du feu, il faut disposer de certains moyens. Il y a des périodes favorables et des jours faits pour allumer des feux. Lorsque le feu a pris au vent, n'attaquez pas sous le vent. N'agissez pas si ce n'est pas dans l'intérêt de l'État. Chapitre 13. Intervention des agents secrets. Les ressortissants du pays par nous employés sont désignés du terme d'agents indigènes. Les agents de l'intérieur sont des fonctionnaires ennemis que nous employons. Les agents doubles sont des espions ennemis par nous employés. Les agents liquidables sont ceux de nos espions à qui nous donnons délibérément des informations forgées de toutes pièces. Les agents volants nous apportent des informations. Qui n'est pas avisé et prudent, humain et juste, ne peut se servir d'agent secret. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain résumé.